Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul. Dans les cours précédents, nous avons construit progressivement un petit réseau de neurones. Nous avons vu différents concepts, les données d'entrée, les poids, le biais, la prédiction, la loss, le gradient, le learning rate, puis Keras qui a permis de mettre en œuvre tous ces concepts. Keras nous a permis de refaire en quelques lignes ce que nous avions d'abord construit à la main. Et maintenant, une question importante se pose. Est-ce que Keras suffit pour faire toute l'intelligence artificielle? La réponse simple est Keras est un excellent outil, mais ce n'est pas toute l'IA. Avant de choisir un outil, il faut d'abord comprendre le problème que l'on veut résoudre. Par exemple, est-ce que je veux classer un email? Est-ce que je veux prédire une panne? Est-ce que je veux générer du texte? Est-ce que je veux reconnaître une image? Etc. Ensuite, on choisit une famille de modèles. Un modèle en IA, c'est simplement un système qui apprend à produire une réponse à partir de données. Par exemple, un réseau de neurones, un arbre de décision, un modèle de boosting ou un transformer, ce sont d'autres concepts. Il n'y a pas que les réseaux de neurones. Ensuite, on choisit l'outil pour construire ce modèle. Par exemple, Keras, il y a PyTorch, il y a Scikit-learn, il y a XGBoost ou il y a EugeneFS. Donc la logique importante est, part du problème, on choisit le type de modèle, puis on choisit l'outil. Ce cours va nous aider à replacer Keras dans l'ensemble de l'écosystème IA. Il est très important d'avoir une vue générale des choses avant de poursuivre. L'idée principale de cette vidéo est simple. L'intelligence artificielle ne se résume pas à un seul outil. Il ne faut pas commencer par dire je vais utiliser Keras ou je vais utiliser PyTorch. Il faut d'abord se demander quel problème est-ce que je veux résoudre. Il faut comprendre le besoin. Première étape, c'est comprendre le besoin. Un besoin, c'est ce que l'on cherche à obtenir concrètement. Par exemple, classer un email comme spam ou non spam, prédire une panne, détecter une fraude ou recommander un produit. Deuxième étape, choisir la famille de modèles. Famille de modèles, c'est un grand type d'algorithme. Plusieurs types d'algorithmes, il y a les réseaux de neurones, les arbres de décision, les modèles de boosting, les algorithmes de clustering, les transformers, etc. Ensuite, il faut choisir l'outil à partir de là. L'outil, c'est la bibliothèque ou la technologie que l'on va utiliser pour mettre en œuvre le modèle. Par exemple, Keras pour construire rapidement des réseaux de neurones. Donc ça correspond à cette famille d'algorithmes. PyTorch, ça permet d'avoir plus de contrôle, pouvoir voir exactement comment les choses se passent, comment les choses se déroulent. On construit beaucoup plus de choses. Scikit-learn pour le machine learning classique. XGBoost pour des données tabulaires ou EugeneFS pour les modèles de langage. Le message à retenir est donc le suivant. Keras est très utile pour construire des réseaux de neurones, mais l'IA regroupe plusieurs familles de problèmes et plusieurs familles d'outils. Pour comprendre les outils, il faut d'abord comprendre les grands types de problèmes que l'on peut rencontrer en IA. Je vais les présenter avec des exemples simples. D'abord, il y a la classification qui consiste à ranger une donnée dans une catégorie. Par exemple, un email est-il un spam ou non? Un client va-t-il résilier ou non? Une image contient-elle un chat ou un chien? Dans notre série, nous avons travaillé sur un problème de classification spam ou non spam. La régression consiste à prédire une valeur numérique. Par exemple, prédire le prix d'un appartement, prédire la durée d'une livraison,
ou estimer la consommation d'énergie. Ici, la sortie n'est pas une catégorie, mais un nombre. La vision par ordinateur consiste à analyser des images. Par exemple, reconnaître un objet, détecter un défaut sur une pièce, identifier une plaque d'immatriculation ou analyser une image médicale. Le NLP signifie Natural Language Processing. En français, on parle de traitement automatique de langage naturel. Cela concerne les textes, analyser un avis client, classer un message, résumer un document, traduire une phrase ou générer du texte. Les modèles de type ChatGPT appartiennent à cette grande famille, mais avec une architecture très avancée. Une série temporelle est une donnée qui évolue dans le temps. Par exemple, la consommation électrique heure par heure, le nombre de ventes par jour, la température ou les logs d'une application. L'objectif peut être de prévoir la suite. Le clustering consiste à regrouper des données qui se ressemblent, sans avoir forcément des réponses déjà connues. Regrouper des clients selon leur comportement d'achat. Ici, on ne dit pas au modèle à l'avance ce client appartient à telle catégorie, le modèle cherche lui-même des groupes. La détection d'anomalies consiste à repérer quelque chose d'inhabituel, une fraude bancaire, une attaque informatique, un comportement étrange dans des logs ou une panne rare. L'IA générative produit du contenu, par exemple du texte, des images, du code, de la musique ou des réponses dans un chatbot. Tous ces problèmes relèvent de l'IA, mais ils ne se traitent pas forcément avec le même modèle ni avec le même outil. Voyons maintenant ce que Keras sait très bien faire. Keras est un outil très adapté au deep learning. Le deep learning, ou apprentissage profond, désigne les modèles basés sur des réseaux de neurones avec une ou plusieurs couches. Dans notre série, nous avons vu un petit réseau de neurones. Keras nous permet de le construire plus facilement. Keras est très pratique pour créer rapidement des réseaux de neurones. Au lieu de coder à la main les poids, les gradients et la boucle d'entraînement, on décrit l'architecture du modèle. Keras est adapté pour faire de la classification ou de la régression avec des couches denses. Une couche dense est une couche de neurones où chaque neurone est connecté aux entrées de la couche précédente. C'est exactement ce que nous avons simulé dans nos exemples simples. Keras peut aussi travailler avec des images, du texte et des séries temporelles, à condition d'utiliser les architectures adaptées. Par exemple, des réseaux convolutionnels pour les images, des embeddings pour le texte ou des réseaux adaptés aux séquences. Keras est excellent pour apprendre les principes du deep learning sans tout coder à la main. Cela ne veut pas dire qu'il cache tout. Au contraire, si on a compris les bases, on comprend mieux ce que Keras automatise. Keras est aussi utile pour passer rapidement d'une idée à un premier modèle utilisable. C'est pour cela qu'il est très intéressant dans une formation. Qu'est-ce que Keras automatise? Keras automatise plusieurs choses, le calcul des gradients, la correction des poids, la boucle d'entraînement, la gestion des époques, les métriques et les prédictions. Une phrase importante à retenir est Keras ne fait pas de magie, il automatise ce que nous avons déjà construit à la main. Voyons maintenant quelques exemples de problèmes pour lesquels Keras peut être adapté. Premier exemple, la classification. Notre exemple spam-non spam est parfaitement adapté à Keras. On donne des données d'entrée au modèle et il doit produire une probabilité ou une catégorie. Deuxième exemple, l'image. Si l'on veut détecter un défaut dans une photo, reconnaître un objet ou classer une image, Keras peut être utilisé. On utilisera alors des architectures adaptées à l'image. Troisième exemple, le texte. On peut utiliser Keras pour analyser des avis clients et prédire s'ils sont positifs ou négatifs, mais pour du texte, il faut transformer les mots en nombres, souvent avec des embeddings. Un embedding est une représentation numérique d'un mot ou d'un morceau de texte. Quatrième exemple, les séries temporelles. Si on possède des données dans le temps,
Par exemple, des mesures de capteurs, on peut entraîner un modèle pour prévoir une panne ou une évolution. Cinquième exemple, la régression. Keras peut prédire une valeur numérique comme un prix ou une consommation, mais attention, certaines données métiers très classiques, d'autres outils peuvent être plus simples ou plus performants. C'est ce que nous allons voir maintenant. Keras n'est pas toujours le meilleur choix. Keras est puissant, mais il n'est pas toujours le meilleur choix. Cela ne diminue pas l'intérêt de Keras. Cela veut dire simplement que le choix de l'outil dépend du problème. Pour les données tabulaires, qui sont des données organisées en lignes et colonnes comme dans un fichier Excel ou une base de données, par exemple des clients, des ventes, des contrats, des risques, des informations de fraude, sur ce type de données, des outils comme XGBoost ou LightGBM sont souvent très efficaces. XGBoost et LightGBM sont des algorithmes de boosting. Le boosting consiste à construire plusieurs modèles successifs, souvent des arbres, où chaque nouveau modèle essaye de corriger des erreurs des précédents. Pour le machine learning classique, on utilise souvent scikit-learn. Scikit-learn est une bibliothèque Python très utilisée pour les modèles classiques. Arbre de décision, régression logistique, SVM, clustering et beaucoup d'autres. Un arbre de décision apprend des règles du type si telle condition est vraie, alors allez dans cette direction. Un SVM est un modèle qui cherche à séparer les classes avec une frontière le plus efficace possible. Pour certains modèles statistiques, on peut utiliser StatModel. StatModel est utile quand on veut des modèles plus statistiques, plus interprétables, avec des résultats proches des méthodes économétriques ou statistiques traditionnelles. Pour les modèles de langage avancés, comme les modèles proches de ChatGPT, on utilise souvent Hugging Face, PyTorch ou JAX. Un LLM signifie Large Language Model. En français, c'est un grand modèle de langage. Un transformer est une architecture de réseau de neurones très utilisée pour traiter le texte. Elle permet au modèle de prendre en compte le contexte d'une phrase. Enfin, pour déployer un modèle et le faire vivre en production, on utilise d'autres outils. Par exemple, FastAPI pour créer une API, Docker pour impacter l'application, MLflow pour suivre les expériences et les modèles, DVC pour versionner les données, Kubernetes pour déployer à grande échelle. C'est ce qu'on appelle le MLOps. Le MLOps consiste à appliquer des pratiques DevOps au cycle de vie des modèles de machine learning. En conclusion, un bon outil dépend du type de données, du problème et du contexte de production. Cette diapositive sert de carte simple. L'objectif n'est pas de tout mémoriser, mais de comprendre la logique. Si je veux prédire spam ou non spam, client qui part ou ne part pas, dossier accepté ou refusé, je suis souvent dans un problème de classification. Les outils possibles peuvent être Keras, Scikit-learn ou XGBoost. Le churn signifie le départ d'un client. Par exemple, prédire si un client risque de résilier son abonnement. Si je veux prédire un prix, une durée ou une consommation, je suis plutôt dans un problème de régression. Ici, le modèle prédit une valeur numérique. On peut utiliser Keras, Scikit-learn ou XGBoost selon le contexte. Si je veux détecter une fraude, une attaque ou une panne rare, je suis dans un problème de détection d'anomalies. Une anomalie est un comportement inhabituel. On peut utiliser Scikit-learn, Pyod ou des modèles spécialisés. Pyod est une bibliothèque Python spécialisée dans la détection d'anomalies. Si je travaille avec des images, du son ou du texte complexe, le deep learning devient souvent très intéressant. On peut alors utiliser Keras ou PyTorch. Si je veux faire du résumé automatique, un chatbot ou du traitement avancé du langage, on parle souvent de transformer. Dans ce cas, Hugging Face et PyTorch sont très utilisés. Keras peut aussi être utilisé dans certains cas. Enfin, si le problème concerne le cycle de vie du modèle, on est dans le MLOps. Le cycle de vie du modèle comprend l'entraînement, le suivi des versions, le déploiement, le monitoring et les mises à jour. Les outils fréquents sont MLflow, DVC, Docker et Kubernetes. Cette carte montre que l'IA n'est pas un seul outil, c'est un ensemble de problèmes, de modèles et de technologies.
Même si les outils changent, les bases que nous avons vues restent fondamentales. X représente les données d'entrée. Dans notre exemple, X contient les emails transformés en nombres. De manière générale, X représente ce que le modèle reçoit. Y représente les réponses attendues. Dans notre exemple, 1 signifie spam, 0 signifie email normal. Dans un autre problème, Y pourrait représenter un prix, une catégorie ou une valeur à prédire. La prédiction est la réponse proposée par le modèle. C'est ce que le modèle pense à partir de données d'entrée. La loss mesure l'erreur. Elle répond à la question à quel point le modèle s'est-il trompé. Plus la loss est grande, plus l'erreur est importante. Le gradient indique la direction de correction. Dans nos cours, nous l'avons compris comme une pente. Si je modifie un poids, est-ce que l'erreur monte ou descend? Le learning rate est le taux d'apprentissage. Il contrôle la taille de la correction appliquée au poids. Si le learning rate est trop grand, le modèle peut corriger trop fortement. S'il est trop petit, l'apprentissage peut être très lent. Un époque correspond à un passage complet sur toutes les données d'entraînement. Si on a 30 époques, cela veut dire que le modèle revoit plusieurs fois les exemples. L'évaluation consiste à vérifier si le modèle fonctionne bien, surtout sur des données qu'il n'a pas vues pendant l'entraînement. C'est très important pour éviter de croire qu'un modèle est bon alors qu'il a seulement mémorisé des exemples. Ce cours donne donc un socle. Ce socle permet de comprendre plusieurs familles de modèles, pas seulement Keras. La logique générale reste données, prédiction, erreur, amélioration. Mais la mécanique interne change selon les modèles. Dans les réseaux de neurones, on parle de poids, de biais, de gradient et de learning rate. C'est ce que nous avons vu. Le modèle apprend en ajustant progressivement ses poids. Dans un arbre de décision, le modèle apprend des règles. Par exemple, si le mot gratuit est présent, allez dans une branche. Sinon, allez dans une autre. C'est plus proche d'une suite de décisions. Une random forest est une forêt aléatoire. Elle combine plusieurs arbres de décision. Chaque arbre donne un avis. Puis l'ensemble vote ou combine les résultats. C'est souvent plus robuste qu'un seul arbre. XGBoost et LightGBM utilisent aussi des arbres, mais de manière progressive. L'idée est de construire des arbres successifs. Chaque nouvel arbre essaye de corriger les erreurs laissées par les arbres précédents. C'est pour cela que ces modèles sont très puissants sur les données tabulaires. Les modèles de type GPT travaillent avec du texte transformé en token. Un token est un morceau de texte, un mot, une partie de mot ou parfois un caractère selon la méthode utilisée. Les tokens sont ensuite transformés en embedding. Un embedding est une représentation numérique qui permet au modèle de manipuler le sens ou le contexte du texte. Ensuite, un transformer apprend à prédire le prochain token. Par exemple, à partir de l'intelligence artificielle, permet de, le modèle va prédire la suite la plus probable. Le vocabulaire change, mais l'idée reste la même, apprendre à partir d'exemples pour mieux prédire. Après avoir compris les bases du réseau de neurones et de Keras, il faut apprendre d'autres notions pour construire des modèles fiables. D'abord, les données. Il faut apprendre à séparer les données en données d'entraînement et données de test. Le train test split signifie que l'on garde une partie des données pour entraîner le modèle et une autre partie pour le tester. Il faut aussi nettoyer les données. Nettoyer les données signifie supprimer ou corriger les erreurs, les valeurs manquantes ou les incohérences. La normalisation consiste à mettre les valeurs numériques sur des échelles comparables. Ensuite, il faut apprendre les métriques d'évaluation. L'accuracy mesure le pourcentage de bonnes réponses. La précision mesure, parmi les exemples prédits positifs, combien sont vraiment positifs. Le recall mesure, parmi les vrais positifs, combien le modèle a réussi à retrouver. Le F1 score combine précision et recall. Ces métriques sont importantes notamment quand les données sont déséquilibrées. La généralisation signifie que le modèle doit fonctionner sur de nouvelles données, pas seulement sur les exemples appris.
L'overfitting ou surapprentissage arrive quand un modèle mémorise trop les données d'entraînement et fonctionne mal sur de nouvelles données. La validation permet de suivre le comportement du modèle pendant l'entraînement. La régularisation regroupe des techniques qui aident à limiter le surapprentissage. Ensuite, il faut penser à la production. Un modèle utile doit souvent être sauvegardé, chargé, appelé par une API, puis surveillé. Une API permet à une application d'envoyer des données au modèle et de recevoir une prédiction. Le monitoring consiste à surveiller le modèle après son déploiement. Le MLOps concerne tout le cycle de vie du modèle. On y retrouve le versionning, c'est-à-dire la gestion des versions. MLflow permet de suivre les expériences, les paramètres, les métriques et les modèles. DVC permet de versionner les données et les fichiers de modèle. Le CICD, modèle, consiste à automatiser les tests, le déploiement et les mises à jour autour du modèle. Enfin, il faut aussi penser à la sécurité. Un modèle peut manipuler des données sensibles, une API IA peut être attaquée, certains modèles peuvent être trompés par des exemples spécialement construits. On parle alors parfois d'attaques adversariales. C'est pour cela que l'IA intéresse aussi les profils cybersécurité. Les bases de l'IA ne concernent pas seulement les data scientists. Elles deviennent utiles pour plusieurs métiers. Pour les développeurs, comprendre l'IA permet de créer, intégrer et appeler des modèles dans des applications. Par exemple, une application web qui appelle une API de prédiction, un outil métier qui classe automatiquement des demandes ou une application qui intègre un chatbot. Pour les profils DevOps, comprendre l'IA permet de mieux comprendre le MLOps. Un modèle doit être versionné, déployé, surveillé, testé et mis à jour. Ce sont des problématiques très proches de l'industrialisation logicielle mais appliquées au modèle. Pour les profils cybersécurité, l'IA apporte de nouveaux risques. Il faut sécuriser les données, les API, les modèles, les prompts, les accès et les usages. Un spécialiste de sécurité doit comprendre au minimum comment un modèle fonctionne pour mieux le protéger. Pour les profils data et IA, ces bases sont bien sûr centrales. Il faut savoir entraîner, évaluer, améliorer et industrialiser les modèles. Comprendre les bases évite de manipuler l'IA comme une boîte noire. Une boîte noire, c'est un système que l'on utilise sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'objectif de cette série est justement d'ouvrir cette boîte noire progressivement. Voyons un exemple de choix d'un bon outil selon le besoin. Dans un vrai projet, on peut combiner plusieurs outils. Il n'y a pas toujours un seul outil pour tout faire. Premier cas, on part de données clients dans des tableaux métiers. Cela peut venir d'un CRM, d'un fichier CSV ou d'une base de données. Si l'objectif est de prédire un risque, on peut utiliser XGBoost ou LightGBM. Ces outils sont souvent très performants sur des données tabulaires. Ensuite, pour rendre le modèle utilisable par une application, on peut créer une API avec FastAPI. FastAPI est un framework Python qui permet de créer rapidement des services web. Docker permet d'emballer l'application et ses dépendances dans un conteneur. Après le déploiement, il faut surveiller. On peut suivre les logs, les prédictions, les erreurs, les temps de réponse et l'évolution de la qualité du modèle. MLflow peut aider à suivre les modèles et les expériences. Si on travaille avec des images produits, par exemple pour détecter un défaut, on est plutôt dans la vision par ordinateur. Dans ce cas, un réseau profond construit avec Keras et PyTorch peut être plus adapté. Ensuite, comme pour l'autre cas, il faut déployer le modèle. On peut le mettre derrière une API, l'exécuter dans le cloud ou l'intégrer dans une application. Enfin, le MLOps permet de gérer les versions, les tests, les déploiements et les mises à jour. Cette slide montre qu'un projet IA réel combine plusieurs briques: modèle, API, déploiement, surveillance et sécurité. Nous pouvons maintenant résumer. Keras est une excellente étape, mais ce n'est pas toute l'intelligence artificielle. Keras permet de construire facilement des réseaux de neurones, il automatise les gradients et l'entraînement, il permet de prototyper rapidement des modèles de deep learning et surtout il permet d'apprendre en restant proche des concepts.
Quand on comprend ce que sont les poids, la losse, le gradient et les époques, on comprend mieux ce que fait Keras. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA ne se limite pas au réseau de neurones. Chaque problème a ses outils, les bases vues restent valables, mais il faut aussi apprendre à évaluer, déployer et surveiller les modèles. La phrase clé est la suivante. Ce cours donne les bases pour comprendre comment un modèle apprend, se trompe, se corrige et peut être utilisé dans une application réelle. C'est cela qui est important, ne pas apprendre seulement un outil, mais comprendre la logique générale. Pour terminer, voyons la suite logique après Keras. Keras est très pratique pour construire rapidement un réseau simple, il permet d'apprendre et de prototyper efficacement. Ensuite, il faut prendre en main PyTorch. PyTorch qui donne souvent plus de contrôle. Il est très utilisé quand on veut comprendre plus finement les calculs, manipuler les tenseurs, contrôler la boucle d'entraînement ou travailler sur des modèles avancés. Un tenseur est l'équivalent PyTorch d'un tableau de nombres proche d'un tableau NumPy, mais adapté au deep learning et au calcul automatique des gradients. Les transformers, qu'il faut prendre en main ensuite, sont des architectures très importantes pour le texte avancé et les modèles de type GPT. Ils permettent de mieux gérer le contexte dans les séquences de mots ou de tokens. Ensuite, Hugging Face est une plateforme et une bibliothèque très utilisée pour accéder à des modèles préentraînés. Un modèle préentraîné est un modèle qui a déjà appris sur beaucoup de données avant d'être adapté à un besoin particulier. Le MLOps permet de passer du modèle au système réel. Il s'agit de déployer, surveiller, versionner et maintenir les modèles dans le temps. La suite logique est donc de garder les bases, de changer d'échelle, de découvrir de nouveaux outils et de comprendre comment les modèles sont utilisés dans des applications réelles. L'objectif de cette vidéo était donc de replacer Keras dans l'écosystème IA. Keras est important, mais il fait partie d'un ensemble plus large, machine learning, deep learning, modèle classique, transformer, LLM, MLOps et sécurité. Si vous avez compris les notions de données, prédiction, loss, gradient, learning rate et entraînement, vous avez déjà une base très solide pour aller plus loin. Dans la prochaine vidéo, on abordera PyTorch.